Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Camille Dufossé, qui est experte en référencement, experte SEO et qui est basée à l'île Maurice. Après un télétravail avec une entreprise dans l'IA basée en France, elle a décidé de lancer sa première formation avec l'école du SEO. Donc pendant 1 heure, on va parler stratégie, on va parler business, on va parler mindset et vous allez voir, c'est très intéressant. Bonne écoute! Bonjour Camille, bienvenue sur Lady Talk. Salut Sarah, merci beaucoup pour l'invite. Alors Camille, tu es basée à l'île Maurice et tu as fondé l'école du SEO. Donc tu as lancé ça il y a 1 mois, félicitations. Merci. Est-ce que tu peux revenir un petit peu avec nous sur ton parcours, tes études et qu'est-ce qui t'a amené au SEO? Ok. Alors déjà, le SEO, moi, ça a commencé très tôt. En fait, j'ai toujours fait que du SEO dans ma carrière professionnelle, puisque en fait, j'ai commencé à m'intéresser au sujet quand j'étais encore en études. L'idée, c'est que pendant mes études, j'ai eu la chance de faire un Erasmus. Je suis partie au Royaume-Uni, je suis partie étudier au Texas pendant mon master et j'ai vraiment adoré ce mode de vie. Et si tu veux, au moment où, j'allais être diplômée, j'ai fait ma dernière année en alternance à la SNCF que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Mais si tu veux, je n'arrivais pas à me projeter en fait dans ce mode de vie assez sédentaire. Moi, je suis lilloise. Donc vraiment banlieue lilloise, maison, labrador, scénique, pavillon familial. Tu vois, ça, c'était pas fait pour moi. En tout cas, pas tout de suite. Et du coup, si tu veux, en fait, le SEO m'est venu, en fait, quand j'ai cherché un job exportable. Je me suis dit, je ne me projette pas dans ce mode de vie. J'ai besoin de vivre encore des expériences à l'étranger, d'aller m'immerger dans d'autres cultures. Et j'ai besoin d'avoir un métier que je peux emporter un peu partout avec moi. Et c'est ce qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser au SEO pendant mes études. Je me suis formée en freelance sur le sujet. J'ai épluché toutes les ressources SEO que je pouvais trouver. Et c'est en fait finalement, j'ai commencé à faire du SEO parce que je voulais mettre mon métier au service de ma vie et pas ma vie au service de mon employeur finalement. Ok. Et est-ce que tu peux justement définir avec nous ce qu'est le SEO? Oui. Alors le SEO, ça s'écrit SEO. Ok. Donc c'est Search Engine Optimization. Donc c'est l'optimisation des moteurs de recherche pour être référencé sur différents mots-clés. Donc je te prends un exemple concret. Demain, tu veux me faire un super bon gâteau au chocolat. Tu vas taper sur Google recette de gâteau au chocolat rapide parce que t'as pas le temps. Autre chose à faire. Et du coup, l'idée c'est que en fait, on va optimiser ton site web pour que sur la requête recette de gâteau au chocolat rapide, facile, ce soit toi qui arrive en premier. Donc les gens vont naturellement cliquer sur ton site puisque tu es positionné plus haut dans les résultats de recherche par rapport au site de tes concurrents. Donc tu as plus de visiteurs sur ton site et donc plus de potentiels prospects à qui tu peux vendre ton offre. Alors justement, est-ce que tu peux revenir avec nous sur le public cible de ta formation, l'école du SEO? Ouais. Alors, du coup, l'école du SEO, juste pour la petite histoire, c'est vraiment l'école que j'aurais voulu avoir quand moi j'ai commencé. En fait, je pensais pas un jour que je me lancerais en fait dans le milieu de la formation. Ok. Et je m'étais dit d'ailleurs, je ne veux pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'ai un peu de mal avec le domaine de la formation, c'est qu'il y a beaucoup. Déjà, je n'aime pas le cliché qui est véhiculé avec le domaine de la formation, qui est entrepreneur en ligne. J'aime pas ça. Je sais pas. J'ai un mauvais cliché en tout cas sur ça. Et finalement, des formations à SEO, il y en a plein. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux apporter de différenciant? Et en fait, je me suis rendu compte en analysant aussi tout le marché et puis moi-même en ayant eu un besoin de formation sur le sujet, c'est que finalement, dans le domaine du SEO, tu as énormément de formations qui sont très théoriques et assez généralistes. Et moi, personnellement, je n'ai jamais acheté une de ces formations. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'expérience, quand tu veux te former à une compétence comme le SEO, tu as énormément de ressources gratuites qui sont amplement suffisantes quand tu débutes. Et donc moi, par exemple, quand j'ai commencé en SEO, je me suis formée via tous les contenus que tu trouves partout gratuitement sur Internet, sur YouTube, etc. Et ensuite, j'ai fait mes propres tests. Et c'est comme ça que je me suis fait la main. Et après, j'ai été recrutée en agence marketing. Donc, avec mes collègues un peu plus seniors, j'ai aussi appris de leur expérience. Mais finalement, ce qui m'a vraiment fait apprendre le SEO, c'est d'être coachée par des gens, en fait, par des gens plus seniors. Et je me suis dit, mais en fait, il manque ça. Je ne l'ai pas trouvé quand moi, je l'ai cherché. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir me former comme ça parce que j'ai été recrutée en agence marketing et que j'ai eu des collègues plus seniors qui m'ont coachée. Mais si j'avais pas eu ça, il m'aurait manqué, tu vois, ce
ce petit coup de boost pratico-pratique qui t'aide à vraiment mettre les mains dans le SEO et à te sentir confiant aussi sur ta compétence. Et donc, c'est ce que j'ai voulu créer à travers l'école du SEO. Donc, finalement, l'école du SEO, en fait, c'est vraiment une formation 100% sur mesure. Donc, tu as différents packages d'heures, mais l'idée, c'est que quel que soit le package que tu vas choisir, ce que tu vas obtenir, c'est des cours particuliers avec un formateur SEO. Donc, en fait, à la fois quelqu'un qui n'y connaît rien au monde du marketing digital et qui débute à fond sur le SEO, sur ces sujets-là, peut être formé par l'école du SEO. Mais ce que je recommanderais à ce moment-là, c'est aussi de bien se renseigner sur le sujet en amont, parce que tu as énormément de ressources qui sont accessibles gratuitement et qui permettent de déjà atteindre le palier numéro 1. Et à ce moment-là, tu vas plus loin avec le formateur dans les cours particuliers. Mais ça cible aussi, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont en poste, qui font déjà du SEO ou du marketing digital au quotidien et qui viennent nous voir parce que ils ont besoin finalement de cette certification déjà pour se sentir confiants dans leurs compétences, pour se sentir à l'aise sur le métier et pour aller vraiment dans la pratique. Et donc, le côté finalement personnalisé fait que on peut adresser énormément de profils en fait avec l'école du SEO. Et alors justement, tu as différents packages, donc entre 2100 et 3500 euros, je crois. C'est ça. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur ta stratégie d'acquisition? Alors, il faut savoir que, du coup, tu l'as dit, mon offre a été lancée il y a 3 semaines. Avant ça, j'étais salariée pendant 2 ans pour une entreprise d'intelligence artificielle. Avant ça, j'ai travaillé en agence marketing. Et en fait, si tu veux, le salariat, presque, ça a toujours été un moyen de. J'ai jamais été juste salariée. J'ai toujours été salariée et freelance. Je faisais des prestations SEO pour des clients à côté de mon job à temps plein en tant que salariée. Et j'ai toujours aussi développé un peu une audience sur LinkedIn. En fait, quand j'ai rejoint la dernière entreprise dans laquelle j'ai travaillé, il y avait pas mal de gens en interne qui s'amusaient à poster sur LinkedIn. Et je dis vraiment s'amuser parce que c'était presque un jeu finalement entre nous. Et je me suis très rapidement prise au jeu. Et j'ai juste commencé, si tu veux, j'avais pas vraiment d'objectif quand j'ai commencé sur LinkedIn. Je partageais pour partager. Je partageais des expériences métiers, des tests. Je parlais un petit peu SEO, un petit peu intelligence artificielle. Des fois, juste de ma vie, de mon expatriation à l'île Maurice, du modèle 100% en télétravail parce qu'on était 100% en télétravail, donc full remote. Et en fait, j'ai commencé sans objectif particulier. Et finalement, je me suis rendu compte que les gens s'abonnaient à mon compte LinkedIn, ils likaient mes contenus, ils posaient des questions. Donc en fait, je traitais de sujets qui intéressaient d'autres gens et qui avaient envie d'aller un peu plus loin dans les différents sujets. Et grâce à ça, j'ai vraiment créé en fait une audience malgré moi sur ces sujets-là. Et donc aujourd'hui, l'acquisition sur l'école du SEO, elle repose énormément sur tout ce que j'ai construit du coup pendant ces 2 ans sur LinkedIn, tu vois, à force de poster. Et aujourd'hui, forcément, LinkedIn, c'est plus un loisir, mais c'est devenu vraiment un canal d'acquisition qui est travaillé, donc avec une stratégie derrière. Je poste plus des contenus comme ça parce que ça me fait plaisir, mais je poste aussi des contenus parce que je sais que aujourd'hui, il faut que je poste un truc sur un post storytelling parce que les gens vont s'attacher à moi. Demain, je vais poster un post valeur parce que les gens, ça va travailler ma crédibilité sur le métier. Donc maintenant, il y a beaucoup plus une stratégie qui est calée côté LinkedIn, mais parce que c'est l'un de mes canaux d'acquisition principal pour l'école du SEO, tu vois. Mais ce qui est important, c'est de se dire que tu peux commencer sur LinkedIn sans avoir de stratégie et finalement, tout ce que tu construis, c'est jamais perdu. Et c'est que du personal branding. C'est-à-dire que c'est sur mon compte Camille Dufossé. Demain, même si je fais une autre activité, cette audience, je l'ai. Elle me connaît, elle est attachée à moi et elle me suit dans les projets. Et je l'ai vu quand j'ai lancé l'école du SEO. J'ai eu énormément de gens qui me disent « Mais Camille, je te suis depuis quelques mois, c'est fou que tu fasses ça, on s'y attendait pas et tout. » Et tu te dis « Mais les gens, ils s'attachent à toi. » Et finalement, quand les gens sont attachés à toi, c'est encore plus puissant que quand ils sont attachés à ton produit. Parce que quel que soit ce que tu vas lancer, ils te suivent parce qu'ils t'aiment bien et c'est pour toi qu'ils te suivent en fait. Et c'est très très puissant comme levier d'acquisition. Est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres par rapport à cette stratégie d'acquisition? Ouais, carrément. Tu vois, finalement, je te parlais de LinkedIn, mais LinkedIn, c'est presque que le début de cette stratégie d'acquisition. Parce que LinkedIn, l'avantage, c'est qu'on capitalise sur quelque chose qui a été construit depuis longtemps et qui est assez organique. Mais finalement, quand tu as des gens sur LinkedIn, c'est pas des leads prêts à acheter ta formation, c'est juste des gens
qui suivent ton contenu, qui sont intéressés par ce que tu dis. Mais finalement, dans ton CRM, t'as rien si t'as que du LinkedIn. Et donc, en fait, ce que je mets en place pour l'école du SEO, c'est que je fais une stratégie de lead magnet. Donc, les lead magnets, c'est aimant à lead. En fait, c'est des contenus téléchargeables que tu proposes à ton audience sur un sujet métier. Typiquement, là, j'ai lancé la semaine dernière les cahiers de vacances du SEO. L'idée, c'est que ces cahiers de vacances, tu vois, je les ai proposés à mon audience, c'est-à-dire je leur ai dit, voilà, j'ai créé des cahiers de vacances, c'est un contenu ludique, c'est un contenu valeur, vous allez apprendre, vous allez réviser le SEO, tout en ayant ce côté un peu détente et estival parce que c'est de saison. Maintenant, si vous le voulez, il faut s'inscrire ici. Et donc, en fait, ils te laissent leur email et en échange, tu leur envoies le contenu. Et c'est vraiment ça qui te permet d'avoir des leads au sens propre du terme, donc vraiment des prospects enregistrés dans ton CRM et avec qui tu vas pouvoir aller plus loin dans ton tunnel de conversion. Finalement, le LinkedIn, c'est bien pour faire connaître, pour vraiment le awareness, la sensibilisation à ton offre, la notoriété. Mais ce qui te crée vraiment des leads qui vont convertir et donc qui vont te ramener du chiffre d'affaires, c'est vraiment la partie lead magnet. Donc, ça peut être toutes sortes de choses. Là, je donnais l'exemple des cahiers de vacances, mais ça peut être juste un livre blanc, un e-book, une checklist, n'importe quel contenu qui nécessite que les personnes s'enregistrent en amont et où, du coup, comme tu vas récupérer leurs emails, tu vas pouvoir, par la suite, leur envoyer différents contenus, différents emails pour leur apporter encore de la valeur et faire un peu mûrir la décision d'achat dans leur esprit, en fait, et que finalement, tu te positionnes comme une référence sur ton sujet dans l'esprit de tes prospects. Et en plus, toi, tu as utilisé une technique un petit peu novatrice par rapport à l'envoi de ton lead magnet. Ouais. Du coup, ça c'est spécifique au cahier de vacances, c'est que en fait, si tu veux, la technique du lead magnet, c'est quelque chose que j'utilise depuis quelques années et que j'utilisais dans l'entreprise où je travaillais avant. Et j'ai remarqué que ça marchait très très bien. Et en fait, là, je me suis dit, ok, pour l'école du SEO, c'est le premier lead magnet, il faut qu'on tape fort, quoi. Il faut qu'on fasse un truc waouh. Et je me suis dit, en fait, comment aller plus loin dans l'expérience marketing. Finalement, des contenus téléchargeables sur Internet en échange d'un email, t'en as quand même beaucoup. Comment tu fais pour aller encore plus loin sur le sujet? Et donc, en fait, je me suis associée avec un sponsor. Et je lui ai dit, voilà, on va faire des cahiers de vacances, mais on va pas juste les faire de manière digitale. On va les envoyer chez les gens. Et là, du coup, ton truc devient hyper palpable, en fait. C'est pas juste tu proposes d'avoir le fichier sur leur ordi, ce qui a déjà énormément de valeur, mais là, tu arrives chez les gens, dans leur boîte aux lettres, presque dans l'intimité de ton prospect. Et du coup, en termes d'engagement et aussi en termes de valeur perçue, pour la personne, c'est incroyable parce qu'en fait, elle se dit, mais j'ai un truc palpable. Et nous, ça nous coûte de l'argent. Ça nous coûte, quand un lead magnet, finalement, ça te coûte du temps à créer. Là, t'as un budget qui est dédié, qui est du coup pris en charge par le sponsor. Le sponsor, ça lui donne aussi énormément de visibilité et de notoriété sur le sujet. Mais là, le fait d'arriver chez les gens, tu vas encore plus loin dans le marketing. Et pour te donner une idée un petit peu en termes de chiffres, et j'avoue que je ne m'attendais quand même pas à un retour aussi fou. Là, c'est 1600 emails récupérés en une semaine. Et j'ai pas fini d'envoyer le contenu parce que du coup, j'envoie individuellement le contenu à chaque personne. Donc, j'ai pas encore fini de récupérer tous les emails parce que j'étais un petit peu dépassée par le succès du lead magnet. Mais tu vois, en une semaine, tu récupères 1600 personnes elles sont certainement à différents stades de leur processus d'achat. Mais tu vois, quand tu pousses un cahier de vacances, donc un outil pour réviser, pour apprendre le SEO, t'es déjà sur des leads assez qualifiés finalement pour moi qui vends de la formation. Donc t'es quand même sur 1600 personnes très qualifiées pour pousser une offre de formation. Donc finalement, le plus dur du travail est fait. J'ai attiré la masse. Maintenant, c'est la conversion. C'est comment, avec tous ces emails que j'ai récupérés, je vais pouvoir les alimenter, les nourrir, ce qu'on appelle le nurturing, vraiment nourrir la personne en lui disant, regarde, là, je t'ai apporté énormément de valeur, je te le donne gratuitement. Et déjà, la personne, elle se dit, waouh, si tout ça, c'est gratuit, le truc payant doit être encore mieux. Et maintenant, je vais, envoyer des petits emails de temps en temps. Après, moi, je suis pas dans l'optique, j'aime pas spammer, être trop, voilà. Parce que du coup, tu peux avoir l'effet inverse, c'est que si tu spams, les gens se désabonnent. Donc, l'idée, c'est d'être vraiment dans l'équilibre entre, je t'ai donné énormément de valeur la semaine dernière. Regarde, je te redonne un petit hack cette semaine par email. Et en fait, à force de multiplier les points de contact avec la personne, tu rentres vraiment dans son esprit et tu deviens vraiment top of mind
sur le sujet de la formation SEO. Dès qu'elle pense formation SEO, elle pense à toi. Parce que c'est toi qui lui donne de la valeur. Et après, en fait, au fur et à mesure de ton tunnel de conversion, tu avances de plus en plus vers de l'email transactionnel, tu vois, où tu vas vraiment pousser une offre commerciale, parce que le but final, c'est que la personne achète la formation. Et pourquoi elle achète ta formation et pas celle d'un autre? Parce qu'elle a confiance en toi et en la valeur que tu lui donnes. Donc la stratégie de lead magnet est très très payante en marketing. Lancer sa première activité en ligne quand on ne sait pas par où commencer, ça peut être vite impressionnant, surtout dans certains cas quand on est mal entouré ou carrément quand on doit en plus gérer un départ à l'étranger. C'est pour cela qu'avec 2 autres entrepreneurs en ligne, Jessica et Marion, qui sont basés à l'île Maurice, nous avons décidé de créer les Lady Biz Expat, qui est une communauté de femmes qui souhaitent lancer leur activité en ligne et qui vivent ou qui veulent vivre à l'étranger. Nous avons donc co-créé un programme de 12 semaines qui vous accompagne pour lancer votre activité d'ici à 3 mois en maîtrisant les bases de la communication digitale, des outils IA avec une utilisation à votre service et aussi sur la partie technique avec l'utilisation des plateformes qui sont tout en un pour pouvoir mettre à disposition votre expertise en ligne. Pour vous donner un avant-goût de cette formation, nous avons créé une masterclass gratuite dont le lien se trouve en description de l'épisode. À bientôt! J'aimerais beaucoup avoir ton avis par rapport à l'avenir du SEO, notamment, tu sais, avec les dernières mises à jour Google, qui ont fait qu'il y a énormément de sites qui ont vu leur trafic complètement drop. Est-ce que tu as déjà eu cette expérience? Ouais, bah forcément, je pense que si tu posais la question à n'importe quel consultant SEO, il te répondrait oui. Et d'ailleurs, c'est presque rassurant d'avoir déjà vécu cette expérience du drop de trafic ou en tout cas des variations de trafic avec les mises à jour. Des mises à jour Google, d'algo, il y en a tout le temps. Et d'ailleurs, il y en a pas que sur Google, il y en a vraiment sur tous les algorithmes en général qui référencent des contenus. Et c'est normal. Et il y en a de plus en plus fréquemment parce que, notamment avec la sortie de l'intelligence artificielle et sa démocratisation, on a aussi de plus en plus de contenus disponibles, en fait. Pour te donner une idée, il y a un graphe que j'adore et que je n'ai pas là sous la main, mais il me semble que du coup, c'est en un an avec l'IA, on a créé l'équivalent de ce qu'on a créé en 100 ans avec la photographie. Ah ouais, c'est Donc en fait, on a vraiment un énorme volume de contenu qui est créé. Et là-dedans, malheureusement, on a de tout. On a des contenus automatisés qui vont être pas du tout qualitatifs et voilà, qui sont vraiment là que pour le référencement pur. Et on a des contenus qui vont apporter de la valeur. Donc forcément, les algorithmes sont obligés de revoir leurs critères de référencement parce que le but de Google, c'est quoi? C'est de propulser le contenu le plus pertinent pour l'utilisateur, pas pour les moteurs de recherche. Et aujourd'hui, on rentre un peu dans ce cercle vicieux de créer du contenu pour l'algo, alors que non, on devrait d'abord créer du contenu pour ses prospects et pas pour être référencé. Et donc, c'est bien finalement ces ajustements de critères de référencement parce que ça permet de remettre l'humain au centre en fait. Parce qu'avec l'IA, on est un peu, et je pense tous d'ailleurs, tombés dans ce travers de créer du contenu pour le contenu finalement, pour se référencer. Et on a perdu de vue la cible, les gens qu'on touche, les humains qui achètent l'offre. Et donc, tu vois, moi, je l'ai vécu parce que je travaillais pour une entreprise d'intelligence artificielle et avant que ChatGPT sorte. Et l'idée, c'était de se dire, on va faire toute notre stratégie marketing avec l'IA, avec notre IA, pour aussi montrer aux gens que ça fonctionne et qu'on peut se positionner, parce qu'à l'époque, c'était un sujet. Est-ce qu'on peut se référencer sur les moteurs de recherche avec un contenu 100% intelligence artificielle? Donc nous, l'idée, c'était aussi de démontrer que c'était possible. Et on a créé énormément de contenu. On appelle ça en bulk. Donc c'est vraiment, tu vas en masse, quelques clics, tu crées des milliers de pages. Et c'était avant que ChatGPT sorte et ça a marché. Ok. Ça a marché aussi parce que, pourquoi on s'est retrouvé à faire cette stratégie, c'est qu'on ciblait un marché très concurrentiel. En fait, le marché français sur l'intelligence artificielle n'était pas du tout assez mature. Et donc, en fait, on avait très peu de gens qui tapaient en francophone des requêtes liées à l'IA. Donc, on a été ciblé le marché américain qui était beaucoup plus mûr sur le sujet. Sauf que nos concurrents américains, c'est des budgets marketing énormes, des équipes marketing énormes. Et donc, nous, à notre échelle, on n'arrivait pas à entrer en concurrence. Donc, on s'est dit, il va falloir qu'on mette en place des petits hacks pour un peu gagner du temps sur eux. Parce que sinon, on peut même pas rentrer en compétition, on est trop petit. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est mis à développer des pages en masse. Et finalement, ça a très bien marché. On s'est très bien positionné, même sur des pays auxquels on ne ciblait pas au départ. On s'est positionné beaucoup en Amérique et notamment aussi en Amérique latine, sur les requêtes hispanophones. Et en fait,
Finalement, ChatGPT est sorti en novembre et on a eu un drop en mars. Et donc, tu vois, donc c'était pas cette année, c'était l'année d'avant ou l'année encore avant, je ne sais plus. Je m'y perds dans mes années, mais pour te dire vraiment, quelques mois après la sortie de ChatGPT, clac, on a pris la claque, en fait, de Google. Et quelque part, c'était un mal pour un bien. Parce qu'en fait, c'était quelque chose qui n'était pas sain, en fait, sur du long terme. C'est que c'était trop facile. Trop facile. En quelques clics, tu te positionnais en top 10 sur des requêtes assez concurrentielles et très, très commerciales aussi. Donc, très, très pertinentes pour le business. Mais finalement, tu vois, ce drop nous a permis aussi de se dire finalement, est-ce que nous, ça a du sens d'aller entrer en compétition avec des géants américains? Non. Nous, soyons d'abord maîtres chez nous, en Europe, et ensuite on ira s'attaquer plus gros. Et en fait, on a revu toute la stratégie quand on a eu ce drop. On s'est dit, OK, on a perdu des positions, mais finalement, on a perdu des positions en Amérique latine. Donc, y a pas, voilà, c'est pas grave. Entre-temps, le marché français avait aussi beaucoup évolué avec la sortie de ChatGPT et les gens s'étaient mis à taper sur Google des requêtes francophones sur l'IA. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a complètement mis de côté la partie internationale et on s'est recentré sur la France et l'Europe et avec une stratégie complètement différente. On s'est mis à créer du contenu qualitatif, très qualitatif pour nos prospects. Des contenus que nous, on aurait aimé lire en tant qu'humains, au-delà de juste des contenus pour se référencer. Et en fait, on s'est rendu compte que même en termes de conversion, alors certes, on allait cibler des requêtes voilà beaucoup moins larges, mais du coup, on attirait aussi des prospects beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus bas aussi dans ton tunnel de vente. Et du coup, pour la conversion, c'était aussi beaucoup plus facile. C'était pas juste du contenu pour du contenu et des centaines de milliers de pages de texte, mais on a commencé à faire des infographies, des vidéos, tu vois, aller beaucoup plus loin aussi dans la qualité du contenu délivré. Et c'est ce qui nous a permis d'améliorer énormément notre tunnel de conversion, tu vois, au final. Et j'imagine aussi intégrer des expériences clients, des expériences personnelles. Mais tu vois, et je pense, c'est bien que tu rebondisses là-dessus parce que je pense aujourd'hui, c'est de cette manière-là que devrait être utilisée l'intelligence artificielle. Créer pour créer, ça n'a pas de sens en fait parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de barrière à l'entrée à créer du contenu puisque tout le monde peut le faire. Et l'IA est sur tous les formats, sur la photo, sur la vidéo, sur l'image, sur le texte. T'as de l'IA partout. Créer pour créer, ça n'a pas de sens et ça n'apporte rien. Et aujourd'hui, et on le voit avec les mises à jour, ce qu'il faut, c'est apporter de la valeur à ton client. Et comment tu apportes de la valeur à ton client? Avec des cas clients, avec des opinions, avec des expériences personnelles. Et je pense que demain, c'est vraiment la clé de comment doit être utilisée l'intelligence artificielle. C'est l'utiliser pour une base de contenu, mais l'enrichir avec toi-même. Et c'est ce qui crée aussi le sentiment d'attachement de ton audience à ton entreprise, à ta marque ou à toi-même, si c'est ta marque personnelle. Parce que les gens te font confiance à toi parce que tu leur as donné suffisamment de valeur pour être crédible sur ton marché. Et du coup, ils vont être prêts à beaucoup plus s'engager que si tu avais juste sorti un outil, un contenu IA générique qui finalement va certes répondre à leurs questions, mais il va pas aller plus loin dans l'engagement avec ton offre en fait. Ta stratégie d'acquisition, finalement, elle repose uniquement sur du organique. Ouais, aujourd'hui, elle repose uniquement sur du organique. Donc, LinkedIn, le but à terme, c'est de développer une stratégie SEO aussi sur le site web de l'école du SEO. Là, on vient vraiment de lancer. Donc, l'idée, c'était d'avoir un site qui présente l'offre. Tu vois, pour l'instant, on n'a qu'une seule page sur le site qui est très descriptive. Demain, l'idée, c'est de aussi aller se positionner sur les requêtes liées à la formation SEO. Mais c'est quelque chose qui va prendre un peu plus de temps puisque comme tout, c'est l'organique. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je capitalise sur l'organique de LinkedIn que j'ai créé depuis 2 ans. Donc en fait, et d'ailleurs, tu vois, je pense que si j'avais dû partir de zéro sur une stratégie organique avec l'école du SEO, je pense que j'aurais dû mettre du ads. Tu vois, je pense que j'aurais dû avoir de l'acquisition payante. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir créé cette audience depuis 2 ans. Mais si ça n'avait pas été le cas, je pense que j'aurais actionné des leviers ads comme du Google AdWords ou tu vois du LinkedIn, promouvoir les posts LinkedIn en payant. C'est quelque chose, je sais pas si tu avais déjà entendu parler, mais même des posts LinkedIn que toi tu rédiges en tant que sur ton compte perso, tu peux maintenant payer pour qu'ils soient mis en avant aussi auprès d'une audience plus large. Et donc je pense que si j'avais pas eu cet organique, je l'aurais fait parce qu'en fait l'avantage du ads, c'est que tu payes, tu obtiens. Mais l'inconvénient, et on a fait des tests en ads, on se rend compte que les prospects sont beaucoup moins qualifiés. En fait, tu vas récupérer un public beaucoup plus large,
mais qui n'a pas forcément toujours les financements, qui va être beaucoup moins qualifié. En fait, en termes de qualification et de qualité des prospects, tu n'as pas mieux que de l'organique. Mais quand tu débutes et que tu n'as pas encore construit l'organique parce que ça prend du temps et que ça tombe pas du jour au lendemain et que finalement aujourd'hui je récolte ce que j'ai semé pendant 2 ans, là c'est quand même un super levier pour démarrer. Mais voilà, pour moi, ce qu'il y a de plus payant sur du long terme, c'est de vraiment investir sur du organique et multicanal. Parce qu'en fait, LinkedIn, ça va t'amener un certain type d'audience, YouTube, un autre type d'audience, le référencement sur ton site web, un autre type d'audience. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire du multicanal organique. Et c'est là que tu vas pouvoir aussi capitaliser sur les points forts de chaque plateforme. Parce que chaque plateforme ne va pas te permettre d'atteindre les mêmes objectifs. Typiquement, j'ai lancé un TikTok, un Insta et un YouTube en même temps parce que j'avais envie de faire des tests. Et en fait, je me suis rendu compte que le TikTok, en termes de découvrabilité, il t'offre une audience incroyable. Tu vas toucher énormément de monde. Mais en termes de conversion, c'est beaucoup plus compliqué sur TikTok. Et tu vois, par rapport à un Insta, par exemple, Insta, ça va être beaucoup plus facile pour la conversion. Tu vas attirer une audience moins large, mais tu vas attirer des leads beaucoup plus qualifiés que potentiellement tu peux convertir. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la vraie stratégie à mettre en place en organique, c'est d'aller capitaliser sur les forces d'une plateforme et puis d'une autre, et en fait de les combiner pour avoir un tunnel de conversion très optimisé et très construit en fonction des forces de chaque plateforme, tu vois. Par exemple, moi, TikTok, je vais aller chercher du monde et je vais aller le convertir sur Instagram. Donc après, il faut faire des redirections. Par exemple, tu vas poster une vidéo sur TikTok et puis tu vas aller poster une vidéo complémentaire sur Instagram pour aller plus loin, aller voir ma vidéo sur Instagram. Ou tu vas mettre en bio d'Instagram un lead magnet. Et donc, en fait, ça te crée un vrai tunnel complet 360 et tu mets à profit toutes les plateformes, tu prends les forces de chacune et tu les injectes dans ton tunnel de conversion au bon moment pour aller en fait toucher les personnes au stade où elles en sont. Tu vas pas aller proposer une page de vente à un mec qui te découvre pour la première fois sur TikTok, ça n'a pas de sens. Il va pas s'engager avec toi. Ce gars-là, il faut lui proposer du contenu généraliste, du contenu qui va lui parler, qui va être grand public. Et si tu vas tout de suite le toucher avec du SEO, typiquement, moi, sur TikTok, je parle d'expatriation à l'île Maurice. C'est pas du tout qualifié. Le gars, potentiellement, il sait même pas ce que c'est le SEO. Mais par contre, je sais que potentiellement, un jour, il pourrait être intéressé par l'école du SEO. Parce que les gens qui vont se renseigner sur l'île Maurice, c'est des gens qui veulent venir s'expatrier, qui vont potentiellement suivre un conjoint et qui vont du coup devoir développer leur propre activité en freelance. Bah, typiquement, c'est un profil qu'on peut former avec l'école du SEO. Donc, tu vois, finalement, en capitalisant sur différents réseaux, à différentes plateformes, quand je dis réseau, et à différents stades du tunnel de vente, tu vas toucher énormément de monde à différents stades de leur décision d'achat. Mais du coup, c'est tous des gens que tu peux réunir sous ton produit, pour le même objectif, en fait. Exactement. Et est-ce que tu peux partager avec nous les objectifs financiers de l'école du SEO, les objectifs en termes d'acquisition aussi, peut-être? Ouais. J'ai aucun mal à partager les objectifs chiffrés parce que finalement, c'est souvent ce qui manque dans les contenus qu'on consomme, même les podcasts, ce genre de choses. Ce qui manque, c'est des chiffres palpables. Du coup, pour vous donner une idée, aujourd'hui, le panier moyen sur l'école du SEO, donc tu l'as dit, on a des formations. Le premier package de formation commence à 2100 €. Le plus gros package, qui est 40 heures de formation, est à 3500 €. Tout ça, c'est finançable via les CPF, donc qui est le budget formation de tous les actifs français. On cumule 500 € par an. Dès que tu travailles en France, tu cumules 500 € par an. Tu le dépenses quand tu veux. Dans la formation que tu veux, t'as même pas besoin de demander à ton employeur, tu fais ce que tu veux. Si tu veux te former à la déco d'intérieur pour refaire ta maison, tu peux. Si tu veux te former au SEO pour une reconversion pro, tu peux. Et c'est aussi finançable avec les OPCO. Les OPCO, c'est les budgets entreprises. Les budgets de formation des entreprises. Là, la différence, c'est que les budgets OPCO sont remis à zéro tous les ans. Donc, si l'entreprise n'a pas dépensé le budget, c'est perdu. On peut pas le cumuler par rapport au CPF. Par contre, ce qui est intéressant avec les OPCO, surtout sur de la formation SEO, c'est que demain, si tu es embauché en marketing digital dans une boîte et que tu dis à ton patron, bah voilà, j'ai envie de me spécialiser en SEO, ça va apporter de la valeur à mon profil dans la boîte, ça va nous permettre d'aller plus loin sur les sujets.
tu peux demander à le faire financer par ton patron. Et du coup, tu gardes ton CPF pour toi faire ce que tu as envie. Et ça, c'est financé par ton entreprise. Ça permet à la boîte aussi d'investir en toi, de créer de la rétention, parce que comme ton patron te paye une formation, tu es beaucoup plus attaché aussi à la boîte. Et du coup, ce qui est intéressant avec ces modes de financement, c'est que ça nous permet d'avoir des objectifs assez ambitieux dès le lancement, en fait. Parce que comme c'est pas directement financé par le porte-monnaie des gens, mais plutôt par des budgets formation qu'ils ont à leur disposition, la conversion est beaucoup plus facile. Le cycle de vente est plus long, parce que c'est de l'administratif, etc. Mais la conversion est plus facile. Aujourd'hui, du coup, le panier moyen, on est à 2 900 € sur l'école du SEO, qui correspond à la formation de 30 heures. C'est la formation qui est le plus prise. Et en fait, l'objectif sur la première année d'activité, c'est d'aller chercher 600 000 € de chiffre d'affaires. 600 000 €, ça représente entre 200 et 300 élèves. Ce qui est pas techniquement énorme, en fait. Bah non, surtout par rapport à la taille de ta liste de prospects. Voilà, c'est ça. En fait, oui. Surtout quand tu vois qu'on a un lead magnet, t'as 1600 leads. En avoir 300 apprenants sur une année. Tu vois, c'est l'objectif que je me suis fixé aujourd'hui. Peut-être que je vais l'atteindre dans 6 mois. Peut-être que je vais pas l'atteindre au bout d'1 an parce qu'il y a quand même une différence entre attirer des leads et les convertir. Mais en tout cas, c'est l'objectif aujourd'hui dans lequel je me sens à l'aise. Parce que finalement, le SEO, ça a toujours été une activité secondaire pour moi. Aujourd'hui, ça devient mon activité principale. Je fais ça à temps plein. Et j'ai envie moi-même de m'encourager. J'ai pas envie d'aller me fixer des objectifs complètement aberrants où je vais me démoraliser toute seule. Parce que je pense que et ça, je m'en rends vraiment compte depuis que je suis 100% là-dessus et vraiment en mode entrepreneuriat. Ce qu'il y a là-dedans, c'est notre pire ennemi. Vraiment. Et je pense que c'est hyper important quand tu te lances de te fixer des objectifs avec lesquels tu es à l'aise, où tu te sens bien dans tes baskets, où tu te sens performant aussi. Ambitieux, mais atteignable. Parce que sinon, tu te démoralises. Et ce qu'il y a de plus important dans l'entrepreneuriat, c'est d'être bien avec toi-même. Et tu vois, alors je sais pas si c'est moi, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont aussi ça, c'est le sentiment de jamais être assez. Le sentiment mais je pourrais faire plus, mais je pourrais faire plus. Ouais, mais en fait, tu fais déjà beaucoup et c'est bien et voilà. Donc du coup, voilà, ça c'est sur la partie chiffrée, c'est cette partie, voilà. C'est si à la fin de la première année d'activité, j'ai entre 200 et 300 apprenants, je serais fière de moi. Super. Et en fait, après, c'est exponentiel. C'est que une fois que tu as tes 300 apprenants qui ont aimé ce que tu fais, tu développes des cas clients, tu fais savoir. Il y a le savoir-faire, mais il y a le faire savoir. Aujourd'hui, c'est le savoir-faire. Aujourd'hui, c'est de montrer que on sait former des gens, on est compétent sur la formation, on a des bons résultats. Les gens qui ressortent de là sont contents, satisfaits. Ils ont une certification d'État qu'ils peuvent faire valoir auprès de leur employeur, auprès de leurs clients s'ils sont freelance. Aujourd'hui, l'objectif, il est surtout là. Demain, je pense que l'objectif, ce sera aussi de faire savoir à travers des cas clients, à travers des témoignages. Et du coup, je pense qu'à partir du moment où tu as dépassé le savoir-faire, mais que tu passes au faire savoir, c'est vraiment exponentiel parce que quand tu te bases sur quelque chose de solide de 300 personnes, je pense que tu peux facilement doubler, tripler très rapidement. En fait, le modèle est très duplicable finalement. C'est clair. Pour continuer sur les chiffres et par rapport à ton expérience, parce que t'as commencé le SEO pendant tes études, après t'as été aussi salarié. Est-ce que tu peux nous donner un chiffre d'affaires moyen par mois peut-être pour un freelance SEO ou un TJM, un taux journalier moyen? Oui, tout à fait. Une idée. Ouais. Alors du coup, comme tu l'as bien précisé, moi le SEO ça a toujours été une activité secondaire. Donc ça commence seulement à être une activité à temps plein. Et du coup, moi, je me suis, tu vois, pour revenir sur la partie objectif, avant de passer sur la partie vraiment chiffrée, chiffre d'affaires, moi, mon objectif, le SEO, c'était de financer mon mode de vie. Encore une fois, dans l'idée de départ de se dire, mon métier doit être au service de ma vie et pas ma vie au service de ma carrière et de mon employeur. Et du coup, j'étais salariée, je gagnais ma vie, j'avais pas besoin d'autre chose pour vivre. Finalement, mon salaire tombait tous les mois, quel que soit ce que je faisais. Mais pourquoi j'ai continué à faire des prestations SEO en freelance? C'était pour me dire, moi, je me sens bien, je me sens heureuse, je me sens vivre, je me sens pleinement vivante quand je suis à l'étranger. Quand je voyage, quand je découvre des nouvelles cultures, que je rencontre des nouvelles personnes. Jamais de la vie, je pense que si j'étais à Lille, on se serait rencontrés. Enfin, pour l'anecdote, on s'est quand même juste envoyé un message sur Insta. Coucou, je vois que tu es à Maurice. Moi aussi.
Viens Et si on voir. faisait un brunch? Ouais. Non, mais c'est clair. On s'est retrouvés Ouais. un dimanche à faire un brunch. On se connaissait pas du tout. Ouais, ouais. Je pense Et on a que- parlé pendant des heures de SEO d'ailleurs. Et je pense qu'on aurait pu vraiment rester de C'est clair, nombreuses c'est heures. clair. Mais c'est fou parce que je trouve que quand t'es à l'étranger, t'es aussi dans un autre état d'esprit où tu vas beaucoup plus vers les gens, tu vas t'ouvrir, tu fais plus de rencontres. Et c'est ça que je viens chercher, moi. Sauf que ce mode de vie, ça coûte cher. Financer des billets d'avion. Finalement, quand tu vis, quel que soit le pays dans lequel tu vis, même quand tu vis en Thaïlande où le mode de vie est un peu moins cher qu'en Europe, quand tu vis comme un expatrié, tu vas aussi vivre des expériences. Donc, tu vas dépenser de l'argent dans des excursions que tu ferais pas si t'étais en France finalement. Donc, c'est quand même un mode de vie qui coûte cher. Et moi, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de financer ce mode de vie. C'est pour ça que j'ai continué de faire du SEO en freelance. C'était pour financer mes billets d'avion, tout simplement. Et ça peut paraître un petit peu presque futile de dire ça, mais c'est très terre à terre, tu vois, parce qu'en fait, quand je vends quelque chose en SEO, je compte en billets d'avion. Non, mais C'est c'est très très bien. rentable. Bah ouais, non, mais complètement. Et je me dis, mais en fait, c'est aussi mon moteur de motivation. Qu'est-ce qui va faire que je vais sacrifier une après-midi à la plage pour bosser sur une stratégie SEO? Parce que demain, ça me paye mon billet d'avion pour aller dans telle destination qui m'intéresse. Et je trouve que ça aide énormément à garder la motivation au quotidien, de te dire, ok, je fais pas mes 35 heures semaine, je fais plus, mais je sais pourquoi je le fais. Et sur du long terme, ça aide vraiment à rester dans cet état d'esprit. Et du coup, moi, comme ça a toujours été une activité secondaire, ça a toujours, j'ai pu l'arbitrer comme je voulais. En fait, si à un moment donné, j'avais envie de ralentir un peu le rythme parce que je me sentais fatiguée ou j'avais juste envie de profiter de ma vie sur place et d'aller faire un brunch avec une totale inconnue un dimanche et de pas bosser sur une stratégie SEO, je le faisais parce qu'à ce moment-là, c'était important pour moi de vivre des expériences et de pas gagner et j'avais moins besoin de cet argent-là. Donc du coup, moi, pour vous donner une idée plus concrète, sur la partie freelance SEO en activité secondaire, en chiffre d'affaires, j'étais allée entre 1000 et 2000, 2500 par mois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur des prestats SEO, t'as vraiment l'échelle de prestats SEO est très large, le spectre est très large d'intervention. Ça va de la rédac web pure où du coup en taux horaire tu vas être bien moins important jusqu'à vraiment la strat SEO complète 360, implémentation technique où là c'est des compétences beaucoup plus pointues donc tu vas te facturer aussi plus cher parce que ça demande plus d'expérience. Donc c'est ça que les clients payent finalement. Mais du coup en fait, le spectre d'intervention est très large en SEO et du coup le taux horaire est très large aussi selon ce que tu vas vendre. Après, il faut vendre des choses avec lesquelles tu es à l'aise et qui te font plaisir. Tu vois, l'idée, c'est que si tu fais ça en activité secondaire et que tu vas passer tous tes samedis à faire ça, faut que tu fasses un truc qui te fait plaisir aussi, tu vois. Donc, tu vois, moi, en passant, je pense une journée par semaine, si tu mets toutes les heures mises bout à bout, tu peux aller entre 1000 et 2000, 2500 par mois en supplément de ton salaire, tu vois. Ok. C'est pas quelque chose que je faisais tous les mois parce qu'il y a des mois où j'avais envie juste de profiter de ma vie et de pas donc il faut aussi se mettre des limites parce que c'est aussi difficile quand moi avec LinkedIn j'ai des leads entrants qui viennent qui disent coucou, je veux travailler avec toi, tu veux prendre mon argent, prends-le. Mais des fois il faut aussi savoir dire non, ce projet ne m'intéresse pas ou je n'ai pas envie en ce moment j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de profiter de Maurice, d'aller nager avec les dauphins le week-end et de pas m'occuper de stratégie. Donc tu vois, c'est presque un piège des fois parce que apprendre à dire non, c'est pas du tout facile. Et surtout quand les leads viennent à toi naturellement, tu te dis mais si je dis non, je passe à côté de quelque chose. Et surtout quand tu es entrepreneur aussi. Ouais. Et justement, ça vient lier avec une des dernières questions. Étant donné que tu as eu plusieurs expériences, que ce soit dans le salariat, dans le remote work ou même maintenant dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde? Non. C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question et je ne pense pas que l'entrepreneuriat soit fait pour tout le monde. Et merci de me laisser l'opportunité de le dire. Bien sûr. Il n'y a pas que l'entrepreneuriat parce qu'en fait on voit beaucoup et d'ailleurs beaucoup sur les réseaux sociaux notamment, c'est si tu veux réussir ta vie, il faut être entrepreneur. Et tu vois, j'ai été longtemps du coup entrepreneur et salarié et j'aimais trop. J'adorais parce que ça me permettait de dire les gars, oui, j'ai mon activité, mais je suis salariée et je suis comme vous. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai dû passer à 100% sur mon activité parce que ça a pris de l'ampleur et que j'ai besoin d'y consacrer tout mon temps pour pouvoir aussi grossir le projet. Mais j'aimerais ne pas perdre cet ADN de
l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Et aujourd'hui, même en tant que salarié, tu as la possibilité d'être libre géographiquement, d'avoir une liberté financière, d'avoir une flexibilité horaire. Et moi, c'est quelque chose que j'ai complètement retrouvé grâce au modèle full remote. Le full remote, c'est une entreprise pour laquelle tu es salarié, mais qui fonctionne 100% en télétravail, 100% à distance. Mais dans les modèles full remote, tu n'échanges pas des heures contre un salaire, tu échanges un résultat contre un salaire. Et ce modèle peut être à double tranchant, parce que du coup, ça met aussi une pression psychologique de te dire, si je n'ai pas de résultat, on va croire que j'ai rien fait. Mais d'un autre côté, t'achètes ta liberté avec ce modèle-là. Et moi, mon patron, si je bossais à minuit, à 5 heures du matin, à midi, ou si je faisais une sieste à 14 heures, il en avait rien à faire, en fait. Ce qui l'intéressait, c'était que mon travail soit fait, bien fait. Et quand les résultats n'étaient pas au rendez-vous, on n'était pas dans le « tu n'as pas fait ton travail ». On était dans le « on va analyser ensemble, regardons ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment on peut faire pour la suite ». Et ça, je pense que c'est aussi beaucoup les startups. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de startups qui recrutent en full remote aujourd'hui. C'est encore du mal à arriver dans les grosses entreprises. Dans les corporates, ouais. Ouais. Mais c'est vraiment ce mindset-là qui permet d'accéder à ce niveau de flexibilité et de liberté dans le salariat. Et grâce à ça, ça permet à tous ceux qui n'ont pas la mentalité ou les épaules pour être entrepreneurs, et c'est ok, c'est totalement ok, de pouvoir retrouver cette forme de liberté qui est tant vénérée par le monde de l'entrepreneuriat. Tu parlais du fait que tout le monde n'a pas forcément les épaules ou le mindset pour être entrepreneur. Est-ce que tu peux revenir avec nous justement sur les erreurs et peut-être les leçons que tu as tirées de cette expérience en tant qu'entrepreneur? Ouais. Tu vois, c'est une super bonne question parce que je suis en plein dedans. Et je pense que la plus grande leçon à retenir, c'est que soyez indulgents avec vous-même et surtout concentrez-vous sur ce qui est le corps de votre offre, en fait. Et tu vois, moi, je suis vraiment en plein dedans en ce moment. J'ai l'impression de ne jamais être assez, que c'est jamais assez bien, que c'est jamais parfait, que je pourrais faire plus. Mais à un moment donné, il faut se lancer et mieux vaut fait que parfait, tu vois. Et en fait, il vaut mieux lancer une offre, travailler. En fait, ce qui est important, et moi, c'est exactement comme ça que j'ai lancé l'école du SEO, c'est que j'ai travaillé énormément sur l'offre. Ce que je veux apporter comme valeur à mon client, c'était quoi? C'était, je veux la valeur de l'école du SEO, c'est les cours particuliers avec le formateur. J'ai travaillé longtemps sur ce sujet, sur le parcours de formation, sur le programme, sur la manière dont c'est délivré par les formateurs, sur qui va former les collaborateurs, sur qui va former les apprenants. Une fois que ça, c'est carré, ton offre, elle est prête. Sauf que moi, j'avais pas du tout cette sensation-là. Moi, je me suis dit, mais attends, mais moi, je voulais créer une communauté. Donc j'ai lancé un Discord. Je me suis dit, mais attends, le Discord, il est pas assez animé, les gens sont pas assez engagés. Je voulais créer le pôle emploi du SEO. Donc, je voulais mettre à disposition toutes les offres que moi, je reçois en leads entrants sur LinkedIn, les mettre à disposition à mes apprenants en disant, bah voilà, moi, j'ai pas le temps de prendre toutes les missions SEO qui arrivent sur LinkedIn. Autant dire à cette personne qui a besoin de mes services, de lui dire, bah attends, moi, j'ai pas le temps de le faire, mais regarde, j'ai formé cette personne, je l'ai formée avec mes méthodes. La presta peut être délivrée par une autre personne tout aussi bien que si je l'avais fait. Et tu vois, ça apporte énormément de valeur aussi aux apprenants, à ceux qui se lancent. Ça leur donne aussi un premier levier pour toutes les personnes qui n'ont pas encore d'audience, à qui vendre leur service. Et en fait, tu vois, en permanence, je me dis, mais tu vois, le Discord devrait être beaucoup plus animé, mais le pôle emploi du SEO, il devrait y avoir beaucoup plus d'offres et tout. Mais en fait, non. En fait, ce que je vends aux gens, c'est une certification d'État qui leur apprend à faire du SEO avec un prof particulier, la pratique du métier. Si ça, c'est OK, bah, tout est OK, en fait. Le reste, c'est que du bonus, c'est que de l'effet waouh. Tu vois, là, en ce moment, je suis en train de travailler sur la partie... je vais faire toutes les 2 semaines, je vais faire des réunions avec tous les apprenants de l'école du SEO pour que tout le monde puisse poser ses questions en mode... genre sans tabou, tu vois. Moi, il y en a plein qui m'ont dit, mais je sais pas combien ça se vend une strat SEO, je sais pas combien ça se vend un audit, j'ai du mal à positionner mon offre. Toutes les questions que tu n'oses jamais poser à personne, qui ont pas forcément lieu d'être posées avec ton formateur. C'est plus des questions qui gravitent autour du SEO, mais c'est pas des questions métier. Ben, tout ça, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place seulement maintenant. Pourtant, mon offre, elle est commercialisée depuis 3 semaines. Et en fait, faut se lâcher les baskets, se foutre la paix 2 minutes, tu vois, à un moment donné, se concentrer sur la valeur de ce qu'on veut délivrer et que ça soit carré, et tout le reste, ça suit ensuite, en fait. Et finalement, je pense que le pire des patrons, c'est être son propre patron.
Sauf que pour tenir sur du long terme, C'est ça. si t'es tout le temps en train de te taper toi-même sur les doigts, ça marche pas en fait. Et pas hésiter à se nourrir des retours des gens et se dire mais en fait cette personne elle me dit que ce que je fais c'est bien et elle a raison et c'est bien ce que je fais. Et s'auto-persuader du truc parce que c'est vraiment pas évident je trouve. Le mindset et vraiment ça fait vraiment bateau comme phrase. J'ai horreur de ce que je vais dire mais vraiment. Mais si c'est Le mindset, c'est tellement important dans l'entrepreneuriat, mais c'est tout. Parce que pour tenir le rythme, l'endurance et développer des choses qui ont du sens et qui sont bien perçues, bien reçues par l'audience aussi, c'est tellement important. Non, mais t'as complètement raison. Voir en fait l'entrepreneuriat comme un marathon, Ouais. créer quelque chose qui soit pérenne et durable pour sa santé mentale plutôt que comme un sprint complètement, et se fixer des priorités comme tu l'as fait, Ouais. c'est-à-dire déjà voilà, délivrer une formation à haute valeur ajoutée, bien sélectionner tes formateurs, et ensuite le reste, ça veut pas dire que ça ne viendra pas, c'est juste ça viendra après. Voilà. Et voir les choses un petit peu comme la méthode des petits pas, tu vois. Nous, c'est ce qu'on partage avec Lady Busy Expat, la méthode des petits pas, step by step, step by step. Et j'aimerais revenir sur un autre point aussi, c'est notamment, je pense, quand on est entrepreneur, l'entourage, donc par qui on est entouré pour nous soutenir en fait dans ce process, parce que sinon c'est trop difficile, je dirais. Ouais, l'entourage est extrêmement important. Et alors, je dirais peut-être encore plus quand tout est en ligne. Tu vois, moi, par exemple, c'est des formations en cours particulier, mais c'est en ligne. Le formateur, c'est en visio, etc. Du coup, je développe tout. J'ai un associé avec moi sur le projet. Il est en France, moi, je suis à Maurice. Donc, tout est à distance, tout est en full remote, télétravail. Et des fois, c'est dur parce que déjà, quand tu es entrepreneur, tu es beaucoup seul par nature. Moi, je suis contente d'être associée sur le projet parce que ça m'aide même dans la prise de décision. Et au quotidien, la personne avec qui je vis est en télétravail aussi. Et ça m'aide beaucoup aussi pour le côté sociabilité, l'échange. Et lui, il est complètement extérieur à l'école du SEO. Il fait pas de SEO. Et donc, en fait, c'est bien en fait, le fait de l'avoir au quotidien avec moi, mais qu'il soit pas dans le métier, ça me permet aussi d'avoir un regard extérieur sur ce que je fais. Et des fois, il est la personne qui va me dire, mais sois cool avec toi, c'est bon, c'est déjà top ce que tu fais et je suis fière de toi. Et ça fait du bien de l'entendre parce que je pense qu'on ne se le dit pas assez à soi-même. Et des fois, il va être la personne qui va dire, non mais là tu déconnes. Et c'est bien parce que ça remet un peu une jauge quotidienne de bah là t'es trop dur avec toi-même et là par contre tu vas pas assez loin dans ce que tu fais et tu as le potentiel d'aller plus loin donc vas-y. C'est presque un coach au quotidien en fait. Donc en business, s'entourer, se faire coacher, c'est tellement important. Et tu vois là en ce moment, ma réflexion du moment c'est de me dire au-delà de juste la personne avec qui je vis qui me coach, est-ce que je devrais pas prendre un coach business? Quelqu'un qui est plus expérimenté en entrepreneuriat et qui va pouvoir me donner les clés aussi de me dire, tu vois, moi en ce moment j'ai énormément de mal à prioriser. J'ai l'impression que tout est important parce que déjà de nature je suis un peu perfectionniste en mode je suis pas à l'aise des fois. Si le truc est pas 100% comme je l'imaginais, je vais me dire non mais c'est nul, autant rien faire si c'est pour faire ça. Alors que non c'est faux, autant faire vraiment. Et puis au moins en plus avec les premiers retours que tu auras, tu peux investir dans des trucs beaucoup plus poussés. Et tu vois, je pense que le coaching, que ça soit pour apprendre une compétence, genre hard skill en mode apprendre à faire du SEO, ou apprendre des soft skills et te développer personnellement, c'est hyper important. Et il y a rien de tel parce que c'est personnalisé pour toi. Et t'as des personnes qui vont très bien réagir quand tu leur tapes sur les doigts. Et t'as des personnes comme moi, j'ai pas besoin qu'on m'engueule. J'ai besoin qu'on me dise que c'est bien ce que je fais parce que ça me rassure. Et c'est ça qui va me donner confiance et me faire aller plus loin, tu vois. Mais ça dépend de chacun. Il y en a qui ont besoin qu'on les remette à leur place pour avancer. Mais ça, c'est propre à chacun et il y a que avec du coaching que tu retrouves cette valeur-là, en fait. Merci beaucoup Camille pour cet échange super enrichissant et on va mettre tous les liens pour te contacter dans la description de l'épisode. Et bien, merci à toi, Sarah.